Приветствую вас в читальном зале. Мы начинаем чтение романа Набокова «Машенька», вторая часть. Это рабочая версия. Дальше будет еще две версии рабочих. La pension était à la fois russe et déplaisante. Ceci principalement parce que l'on entendait les voitures de la Stadtbahn toute la journée et une bonne partie de la nuit, ce qui donnait l'impression que la maison tout entière se déplaçait lentement. Le vestibule, avec son miroir trouble, surmontant une tablette pour les gants et son bahut de chêne placé de telle façon que les gens s'y rabotaient fatalement les tibias, se rétrécissant en un couloir nu et étriqué. À droite et à gauche s'ouvraient trois chambres, numérotées au moins de gros chiffres noirs, collés sur chacune des portes. C'étaient de simples feuilles arrachées à un calendrier de l'année précédente. Les 6 premiers jours d'avril 1923. Le 1er avril, première porte sur la gauche, était la chambre d'Alferov. Venait ensuite celle de Ganine, tandis que le 3e était le domaine de la logeuse. Lydia Nikolaevna Dorn, veuve d'un homme d'affaires allemand qui l'avait ramené de Sarepta 20 ans plus tôt et avait succombé à une fièvre cérébrale l'année du calendrier. Dans les 3 chambres qui se succédaient sur la droite, 4 au 6 avril, vivait Anton Sergueïevitch Patiagin, vieux poète russe Clara, une fille à la poitrine opulente et aux yeux d'un étonnant marron bleuté. Enfin, chambre 6, à l'angle du couloir, 2 danseurs de ballet, Colline et Garnasvietov, qui avaient des cuisses musclées, le nez poudré et gloussé comme des femmes. Un mois après la mort de son mari, Lydia Nikolaevna, petite femme un peu dure d'oreille, affligée de travers sans gravité, avait loué un appartement vide et l'avait converti en pension. Elle faisait elle-même le ménage dans les chambres, au petit bonheur. En revanche, comme elle n'avait jamais su s'en tirer avec les repas, elle avait engagé une cuisinière. Ganine, qui logeait chez elle depuis 3 mois, s'apprêtait à partir. Il avait même dit qu'il rendrait sa chambre le samedi suivant, mais il avait déjà projeté de s'en aller plusieurs fois et avait à chaque fois changé d'idée et différé son départ. Lydia Nikolaevna savait, pour l'avoir appris de l'aimable vieux poète, que Ganine avait une petite amie, et tout le mal venait de là. Depuis quelques jours, il était morose et rechigné. Il n'y avait pas si longtemps encore, il marchait sur les mains tout aussi bien qu'un acrobate japonais. Il avançait, les jambes élégamment dressées,
telle une voile. Il soulevait une chaise avec les dents, cassait une ficelle en gonflant ses biceps. Son corps brûlait toujours de l'envie de faire quelque chose, sauter par-dessus une clôture, déraciner un piquet, bref, de se dépenser. Mais un boulon s'était desserré en lui. Il s'était même voûté et avait avoué à Patjagen qu'il souffrait d'insomnie, comme une femme qui a ses nerfs. La nuit du dimanche au lundi, après les 20 minutes passées dans l'ascenseur bloqué, en compagnie de ce type expansif, il avait particulièrement mal dormi. Le lundi, il resta longtemps assis, nu, ses mains froides et jointes serrées entre ses genoux, accablé à la pensée qu'une nouvelle journée commençait et qu'il allait devoir enfiler pantalons, chemises et chaussettes. Ses pauvres hardes imprégnées de sueur et de poussière. Et il pensa à ces caniches de cirque, si monstrueux, si affreusement pitoyables dans leurs vêtements humains. Son inertie venait en partie de son oisiveté. Il n'avait pour l'instant pas particulièrement besoin de travailler. Ayant économisé un peu d'argent au cours de l'hiver. Certes, il ne lui restait plus que 200 marks. La vie avait été assez chère les 3 derniers mois. En arrivant à Berlin l'année précédente, il avait tout de suite trouvé du travail et il avait exercé successivement divers métiers jusqu'au mois de janvier. Il avait appris ce que signifiait le départ pour l'usine dans la brume jaunâtre de l'aube. Il avait appris aussi combien les jambes sont douloureuses quand, dans la journée, on a parcouru une dizaine de kilomètres à virevolter, les bras chargés d'assiettes entre les tables du restaurant Pirgaroy. Il avait fait d'autres choses encore et avait vendu à la commission tous les articles imaginables. Des petits pains russes, de la brillantine et de brillant tout court. Rien ne lui paraissait indigne. Il avait même plus d'une fois, comme beaucoup d'entre nous, vendu son ombre. En d'autres termes, il allait en banlieue jouer les extras sur un plateau de cinéma installé dans une baraque de foire où la lumière fusait avec un sifflement mystique des énormes facettes des projecteurs braqués comme des canons sur une foule d'extras qu'il inondait d'un éclat cadavérique. Les tirs de barrage de leurs rayons destructeurs illuminaient le cire peinte des visages immobiles, puis expiraient en faisant clic, mais pendant longtemps encore, dans ces cristaux compliqués, dans ces couchers de soleil
moribonde, brûlait sourdement notre honte humaine. Le marché conclu. Nos ombres anonymes étaient expédiées dans tous les coins du monde. L'argent qui lui restait lui suffisait pour quitter Berlin, mais il lui faudrait rompre avec Ludmilla, et il ne savait pas comment s'y prendre. Bien qu'il se fût accordé une semaine pour tout régler et qu'il eût averti la logeuse qu'il partirait le samedi, Ganin se disait que cette semaine ou la suivante ne changerait rien. « Ah, partir !» murmura Ganin en s'étirant nonchalamment, puis il s'immobilisa soudain. Qu'allait-il faire au sujet de Ludmilla? C'était absurde d'être tombé dans une telle mollesse. Autrefois, à l'époque où il marchait sur les mains ou sautait par-dessus 5 chaises alignées, il avait été capable non seulement de dominer sa volonté, mais d'en jouer. Il avait eu un temps où il entraînait cette volonté en se forçant, par exemple, à quitter son lit au milieu de la nuit et à descendre dans la rue pour déposer un mégot de cigarette dans une boîte à lettres. Et maintenant, il ne pouvait pas se résoudre à dire à une femme qu'il ne l'aimait plus. L'avant-veille, elle était restée 5 heures dans sa chambre. La veille, dimanche, il avait passé toute la journée avec elle sur les lacs de la banlieue de Berlin. Incapable de lui refuser cette ridicule petite excursion. Tout en Ludmilla lui paraissait à présent repoussant. Les mèches blondes de ses cheveux, coupés à la dernière mode, les deux traînées de duvet noir sur sa nuque qu'elle n'avait pas rasé, ses paupières bistres alanguies, et surtout ses lèvres luisantes de fard violacé. Il ne ressentait qu'ennui et répulsion en la regardant se rhabiller après un machinal assaut amoureux lorsqu'elle fermait à demi les yeux, ce qui leur donnait aussitôt un aspect fripé, broussailleux. Il disait « Tu sais, je suis tellement sensible que quand tu ne m'aimeras plus autant, je m'en apercevrai tout de suite. » Sans répondre, Ganin se tournait vers la fenêtre où montait une blanche muraille de fumée. Alors, après un petit rire grivois, nasillant, elle l'appelait d'une voix basse et voilée. « Viens ici. » À ce moment-là, il avait envie de se tordre les mains et de goûter la délicieuse petite souffrance de faire craquer ses jointures en lui disant « Hors d'ici, femme, et adieu !» Au lieu de cela, il souriait et se penchait sur elle. Elle promenait ses ongles si affûtés qu'on les aurait dit artificiels sur le poitrine de Ganin, faisait la moue et battait de ses cils noirs charbon en jouant son rôle de fillette négligée ou de capricieuse marquise. Pour Ganin,
il y avait quelque chose d'éventé, de défraîchi et de vieux dans son odeur, bien qu'elle n'eût que 25 ans. Quand il effleurait de ses lèvres son petit front brûlant, elle oubliait tout. Elle oubliait la fausseté qu'elle traînait partout comme son parfum, fausseté de son langage de bébé, de ses seins délicats, de sa passion pour Dieu, c'est qu'elle imaginèrent orchidée en même temps que pour Poe et Baudelaire qu'elle n'avait jamais lu. Elle oubliait tous ses charmes factices. Ses cheveux teints du blond à la mode, sa poudre dorée foncée et ses bas de soie, couleur de cochon de lait, et, penchant la tête en arrière, elle pressait contre Ganine toute sa chair faible, pathétique, et qui n'éveillait aucun désir. Dans son ennui et son humiliation, Ganine ressentait une absurde tendresse mélancolique, vestige du passage fugitif de l'amour, qui le faisait poser un baiser sans passion sur le caoutchouc peint des lèvres offertes, bien que cet élan de tendresse ne parvint pas à réduire au silence une voix calme et sarcastique qui lui conseillait: « Débarrasse-toi d'elle immédiatement. » En soupirant, il souriait doucement au visage tourné vers lui, mais en ne pouvant rien trouver à dire, quand elle s'accrochait à son épaule. Il le suppliait d'une voix fébrile, très différente de son habituel chuchotement nasal. Tout son être paraissait d'exprimer dans ses paroles: « Dis-moi, s'il te plaît, m'aimes-tu » Mais dès qu'elle avait remarqué sa réaction, une ombre familière, un involontaire froncement de sourcils, elle se rappelait qu'elle devait la fasciner à l'aide de poésie, senteur et sensibilité, et elle se mettait aussitôt à jouer la comédie, hésitant entre le rôle de pauvre petite fille et celui d'artificieuse courtisane. Une fois de plus, Ganine était envahi par la nuit et il se mettait à arpenter la chambre de long en large, de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre, presque en larmes à force d'essayer de bâiller la bouche fermée pendant qu'elle mettait son chapeau, en épiant subrepticement son amant dans le miroir.